merci à Nicolas d'animer ce premier webinaire à l'occasion de la sortie de ton livre et un webinaire qu'on a intitulé « Comment gérer son énergie pour soi et pour ses équipes ». Alors pour ceux qui connaissent pas Map and Match, c'est vraiment une solution de performance managériale pour optimiser le fonctionnement des équipes et des projets autour des talents des collaborateurs et de leur complémentarité. Et Map and Match se déploie autour de séminaires d'équipe, de formation en mode plateforme autonome. Et Nicolas, qui est CEO d'Alchimie, et a découvert Map and Match quasiment à son lancement et a déployé Map and Match sur toute Alchimie, mais aujourd'hui, en fait, on fera le lien entre Map and Match et les énergies, mais c'est vraiment autour de cette dynamique des énergies. Alors Nicolas, je te laisse te présenter à la fois dans ton énergie de dirigeant, dans ton énergie de chef de famille, dans ton énergie et ton engagement associatif, dans ton énergie de sportif. Donc à toi la parole. Bah écoute, merci Margot pour ton invitation. C'est vrai que c'est plein de choses, mais là je viens plutôt à ton invitation en tant qu'auteur cette fois-ci, au-delà du rôle de chef d'entreprise. D'ailleurs, je vois que avec un certain clin d'œil, je vois que dans ta baseline de Map and Match, tu es créateur d'Alchimie collaborative. Donc, ouais. Quand on est, si ça a été fait exprès ou pas, mais c'est pas mal. Non, on avait l'alchimie collaborative avant que Selfish devienne alchimie. Voilà. Donc, bah c'est vrai que c'est un livre qui a été lancé il y a 3 semaines, donc un peu le hasard du calendrier de sortir en plein confinement, et qui est un travail, un long voyage d'écriture qui a démarré en novembre 2018. C'était à l'occasion justement de ce travail de pivot, quand l'ancienne boîte devait devenir la nouvelle. On devait faire tout un plan stratégique, et puis avec un garçon, d'ailleurs, je vois là Franck Rouault, qui nous avait accompagnés sur ce travail stratégique. À un moment donné, me dit, bon bah tu vois, tu as ton plan, toutes les équipes sont embarquées, chacun sait ce qu'il a à faire, mais en revanche, il va te falloir une sacrée énergie pour pouvoir emmener tout ce projet et le réaliser. Et en fait, je lui ai dit, ben non, mais ça c'est facile. Finalement, c'est la partie facile. Je vais faire ça, avec un principe de jauge et ainsi de suite. Et il m'a dit, c'est génial ton truc. Faut que tu le mettes, faut que tu le partages. Et c'est ce qui était ma tambouille finalement montée depuis plusieurs années. A été l'occasion d'en écrire un livre. Alors lui, comme il a écrit un paquet de livres, moi j'avais jamais fait cette expérience, ça a été mon sparring partner, et pour la première fois, j'ai écrit ce livre. Et donc en fait, c'est un livre qui se veut un livre témoignage. Moi, je suis pas médecin, je suis pas coach, je suis pas psychologue, je suis pas psy, tout ce que vous voulez. Puis je vais pas l'être non plus, je veux pas devenir coach non plus. Et ma vie de chef d'entreprise me plaît énormément. Mais c'était le moyen finalement de traduire toute une mécanique pour arriver à gérer son énergie, quoi. Alors justement, tu parles d'énergie, tu parles de jauge d'énergie. Avant que tu ne rentres complètement dans le détail de jauge d'énergie, on va faire participer tout le monde. Tu vas voir les résultats s'afficher. Dans les sondages, on vous demande à tous, là maintenant vous êtes 46 autour du webinaire, d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 quelle est votre jauge d'énergie avant que justement Nicolas ne rentre sur l'explication de ce que c'est qu'une jauge d'énergie et puis nous donne certains trucs pour pouvoir la gérer et se recharger ou au contraire faire attention à ne pas se décharger. Alors là, on voit quand même que 44% des participants, 42% des participants évaluent que leur jauge d'énergie est à 8. Donc je dirais que d'une façon générale, on a pas mal d'énergie autour de ce webinaire. Voilà, il y en a quand même certains qui sont à niveau 3. Donc, vas-y Nicolas, parle-nous de la jauge d'énergie.
On va se donner en mission. Il y en a 1 à 3 et 2 à 5. Il y a de l'énergie à remonter pour quelques-uns. En fait, le principe, il est assez simple. L'idée, c'est de dire que chacun est porteur d'une jauge d'énergie, un peu comme une pile, si vous voulez, et que cette jauge va évoluer au gré des interactions avec des personnes que vous avez dans la journée. Et des lieux, de la musique, un environnement, et va faire que votre jauge, en fonction de votre état, va évoluer. Alors en fait, des gens, vous avez tous l'idée de ces meetings où vous rencontrez quelqu'un et vous ressortez, vous avez la pêche, hein, donc de quelqu'un qui vous a, comme on dit, énergisé. Donc on est en certaine synergie de relations, mais vous avez aussi de tous ces rendez-vous qui vous plombent avec quelqu'un qui vous a pompé l'air, quelqu'un qui vous a vidé, quelqu'un qui vous a épuisé, et finalement juste à travers une discussion. Donc en fait, on a ces jeux d'interaction avec les différentes personnes. Puis vous avez aussi des lieux, vous avez dans le vocabulaire, c'est une maison ou un lieu qui vous ressource. Vous avez une musique qui vous tape sur le système. En ce moment, vous allumez la radio et à 7 heures, c'est tellement angoissant qu'à 7h15, vous vous sentez déjà vidé, tellement l'ambiance est pesante et fait qu'en fait, votre jauge, à travers la journée, va évoluer. Donc, au point d'en avoir quelques-uns qui ont même le moral dans les chaussettes. Là, je vois qu'il y en a un qui vient d'arriver au niveau 2. Alors, en fait, après, en fonction de votre niveau de jauge, vous allez être en interaction avec d'autres personnes qui elles-mêmes vont avoir leur propre niveau de jauge. Et le concept ainsi simplifié veut dire que quand vous êtes positif et que vous croisez le chemin de quelqu'un de positif, vous êtes dans une idée de synergie. Alors moi, dans le livre, je parle d'anecdotes, notamment, je suis un fan de cyclisme, et à quel moment, dans un dîner avec un autre gars super positif, on s'est monté tout un projet, on s'est retrouvé sur un vélo et à partir tous les deux au Cap Nord, donc tout au nord de la Norvège, en partant en vélo parce que on était capable de bâtir des projets de dingue. Et puis, vous avez également, quand vous êtes positif et vous allez à la rencontre d'autres gens qui, eux, sont pour le coup plutôt plombés, vous pouvez être dans le don. Et ça, c'est notamment un des rôles que je pense être celui du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il a comme mission de bâtir une vision. Mais sa deuxième mission essentielle, c'est finalement de filer de l'énergie à tout le monde, ses fournisseurs, ses clients, ses collaborateurs, et puis ses investisseurs pour arriver à faire prendre un projet. Donc là, on donne et on donne toujours. Alors, et puis au bout d'un moment, quand on peut être soi-même dans le négatif, on va avoir besoin finalement de se recharger si on a trop donné ou si on se les fait prendre. Et donc là, quand on va aller vers quelqu'un de positif, on peut demander si la personne a envie de donner, mais aussi on peut être, et on le reconnaît, là-dessus, je fais un petit exercice d'humilité dans le bouquin parce que à plusieurs reprises, on se retrouve dans des situations de vol, et donc on le sent avec sa jauge qui devient plutôt négative. Donc il y a des signes critiques comme l'impatience, le côté cassant, où on fait, dans un dernier cas, un quatrième cas, la session de lutte. Vous avez deux personnes, je prends l'exemple de deux personnes qui se retrouvent à un carrefour, mettons à Paris, pas en période de confinement, toutes les deux extrêmement stressées et tendues, et qui, parce qu'on va voler la priorité de l'autre, et bien à ce moment-là, il y a tout de suite une explosion. Et donc en fait, ces 4 cas de figure permettent d'essayer de comprendre et de classer de manière assez simple tout un paquet de relations, et donc de se poser fondamentalement la question. Comment je fais pour me recharger, puis quand j'ai donné, comment je me recharge sans être au détriment des autres, et comment je limite ma dépense énergétique, c'est-à-dire jusqu'où je peux donner et à quel moment je sens que je vais donner très très loin. Et donc, toutes les questions que j'ai essayé de me poser, à la fois en tant que chef d'entreprise, mais également en tant que père de famille, en tant qu'engagement dans l'associatif, je pense que les questions qu'on se pose là, elles sont de l'univers du management, mais elles vont au-delà, elles sont pratiquement, je dirais, un peu universelles. Comment fait-on pour se recharger, pour rester positif ? Alors moi, ce que je trouvais assez intéressant, c'était dans ton livre, quand tu parlais du dirigeant et de manager, un peu la station-service de son équipe. Et en fait, où tu commençais par dire, bah oui, mais déjà, la station-service, il faut la remplir. Et donc, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre
euh, avant même d'en arriver à ces interactions pour justement aller trouver son énergie et découvrir son énergie et être toujours dans ce remplissage d'énergie pour affronter les situations. Alors, j'ai mis en place, il y a des petits exercices dans le livre pour justement arriver à chacun à détecter un peu sa jauge. Là, je vois qu'il y a plein de gens positifs, donc c'est formidable. Mais en réalité, à un moment donné, c'est à quel moment on a sa jauge qui est un peu critique. Et quand on donne trop, il y a une formule aussi de Pascalide qui est le don, c'est le burn-out, c'est la maladie du don. C'est à quel moment je donne trop et comme je donne plus que ce que j'ai, à ce moment-là, je suis brûlé. Donc, le premier exercice, c'est d'arriver à bien prendre conscience du niveau de sa jauge sous un angle physique, sous un angle émotionnel, sous un angle mental. Donc, on essaye de prendre un certain nombre d'angles pour arriver à l'évaluer avec des petites notations. Alors, moi, dedans, j'ai pas mal d'anecdotes parce que n'étant pas un spécialiste ou un coach, je vous partage juste la façon dont moi je le gère. Et donc, quand je sais que j'ai des signes d'impatience, quand j'essaye de couper la parole, et ainsi de suite, c'est soit des mécaniques qui m'affichent que j'ai une jauge qui est assez basse et que j'ai pas envie de donner plus, donc je suis en train de me protéger, donc j'essaye de couper. Et que j'essaye aussi, par exemple, maintenant, avec plus d'expérience, il y a des après-midi, quand je suis plombé, dès 15 heures, et que je sens que je vais arriver enfin, je suis vraiment sur la jante. Je prends mes affaires, je disparais et je vais faire du vélo pour pouvoir aller me recharger. Parce qu'en fait, dans mon rôle de manager et de chef d'entreprise, alors que je dois donner de l'énergie, je ne peux pas aller en prendre, je ne peux pas aller me recharger sur mes propres équipes. Et en fait, les mécaniques qui consistent à casser ces mécanismes d'impatience, même d'agacement, sont des mécaniques où on est en train de se recharger sur les autres. Et donc, en fait, là, je décris aussi pas mal de situations qui sont des situations de réaction en chaîne. Combien d'entre vous ont vécu finalement, vous faites dans un comité de direction, vous en tant que votre propre réunion d'équipe, et vous avez une parole malheureuse, vous avez une parole cassante vers quelqu'un, et à ce moment-là, vous avez piqué juste de l'énergie, mais lui-même pour aller se recharger, va aller se recharger sur les autres dans son équipe, et ainsi de suite. Et en fait, ces réactions en chaîne provoquent finalement beaucoup plus de dégâts dans votre entreprise que ce que vous pourriez l'imaginer. Donc à ce moment-là, moi je me dis on va boucher les fuites, on va juste disparaître parce que en restant là, en faisant acte de présence et en continuant à montrer mes signes d'impatience et d'agacement, finalement je suis en train de détruire le moral de tout le monde et ça va me coûter en énergie beaucoup plus demain matin quand j'aurai dormi, je me serai rechargé que la veille. Alors après, il y a pas mal d'outils. Alors c'est vrai qu'il y en a un dont on va particulièrement parler en ce moment, avec toi Margot, puisque c'est le Map and Match qui est assez central, parce qu'en fait il arrive à répondre à la question déjà pour bien se recharger, il faut arriver à bien se connaître. Et voilà, donc je crois que tu avais prévu une slide avec mon profil, la mise à nu totale voilà, donc c'est OK. Alors déjà, merci de cette mise à nu. Et puis c'est vrai que quand on a découvert ton livre, on a découvert ce chapitre sur Map and Match. Et effectivement, quand tu parles d'énergie, de comment se connaître pour aller comprendre ces bulles qui te donnent de l'énergie, voilà, ça nous parle pas mal. Moi, je pense qu'en fait, quand on est sur les bulles pleines, qui sont les bulles adéniques, on est dans ces zones d'ultra confort. Et donc, en fait, quand on y travaille, c'est le Graal, parce que finalement, c'est l'endroit où, en produisant, on se recharge. En donnant, on se recharge. Donc, c'est le stade ultime. Donc, plus on peut être dans ces bulles adéniques, finalement, moins ça coûte. Moi, je suis un idéateur. Donc, idéateur, j'aime créer du lien, c'est la bulle jaune, avec les idées. Et donc, me mettez dans n'importe quel meeting où on peut essayer de brainstormer, on peut essayer de croiser les univers, on peut y passer l'après-midi, ça ne me coûte absolument aucune énergie. Au contraire, ça me recharge. Ou prendre des décisions dans un meeting, ça me recharge aussi. Alors, c'est vrai que le défi, c'est par exemple le défi actuel du confinement. Quand on est, comme moi, un idéateur, c'est-à-dire qu'on aime aller dehors, on aime sentir les tendances, on aime aller à la rencontre des autres pour pouvoir brasser des idées, pour pouvoir initier des nouveaux projets,
c'est catastrophique parce qu'on ne peut plus être dessus. Il est tellement dur. Alors, on organise des webinaires et donc je suis absolument ravi d'être là. Mais c'est vrai que les déjeuners, c'est pas possible, les sorties, c'est pas possible, etc. Donc finalement, la question, c'est comment je reproduis ma logique d'idéateur en inventant des nouveaux, un nouvel environnement. Donc, en l'occurrence, le bouquin en est un, puisqu'au moment où nos équipes se développent, on essaie d'être bien exécuté, mais on ne part pas sur des grands projets et on ne peut pas le faire à distance. Je suis aussi un grand dingue de cyclisme, donc en ce moment, comment je peux aller faire du vélo? C'est juste pas possible. Donc bon, on s'est refait un home trainer et puis on essaye de se connecter avec des gens sur des appareils virtuels. On est tous en train de pédaler. Donc j'étais en Toscane hier matin en train de rouler avec 8 gars avec les appareils. Et donc c'est une façon de se recharger qui est absolument différente. Voilà. Et l'outil, je pense, est assez puissant. Dans le sens, on a perdu Margot, mais qui devrait nous rejoindre, dans le sens où il indique les zones où on est capable de donner et se recharger, mais il indique aussi les zones d'inconfort. Et finalement, dans des périodes comme aujourd'hui où la recharge est plus dure, parce que plus challenging, parce que confiné et ainsi de suite, pour un profil comme le mien, s'il y a des gens qui aiment être isolés, prendre du temps au calme, voir moins de gens, ce sera peut-être une appétence pour eux. On arrive aussi dans l'outil à bien identifier où on a des zones d'aversion pour éviter d'aller y passer trop de temps et y passer trop d'énergie, parce que là, on est carrément dans la fuite d'énergie et donc la jauge baisse très très vite. Voilà. Et donc moi je pense que cet outil, il y en a d'autres bien évidemment, et je suis sûr que vous avez l'habitude d'en utiliser d'autres, mais celui-ci, moi je l'aime bien parce qu'il nous permet d'être assez précis dans les formes de raisonnement qui font la force et la faiblesse de chacun. Et notamment au sein des équipes, avec Emma, notre DRH, on connaît bien les profils au sein de l'alchimie, et ça nous permet de voir dans cette phase ceux qui sont par exemple les connecteurs, qui aiment bien faire du lien, ou qui ont des bulles de coach, donc qui ont aucun problème à aller voir les uns et les autres pour aller leur porter conseil. On a pu les mobiliser dans cette phase pour, au sein de l'équipe, aller vers les différents membres de nos équipes, appeler tous les jours parce qu'ils ont une appétence pour ça et donc ils peuvent très rapidement générer de l'énergie pour les uns et les autres. Là où moi, je suis beaucoup moins à l'aise dans ce genre de choses, donc on va essayer plutôt de se concentrer sur des petits meetings de brainstorming ou essayer de partager des orientations. J'étais en train de parler des équipes, Margot, parce que tu en fait, je comprends pas parce que j'ai entendu que tu disais qu'on me voyait plus. Pourtant, moi, je voyais en grand. Donc, bon, parfait. Mais j'ai tout suivi. Et effectivement, je trouvais ça intéressant de voir comment, dans cette période de confinement, on attaque quand même la 6e semaine. À propos de l'énergie et à ce moment où c'est clé d'aller chercher encore la motivation, les énergies de chaque collaborateur, eh bien en fait le profil de chacun et de chacun dans l'équipe a permis d'aller donner à chaque collaborateur un peu un rôle pour affronter ce contexte. Alors tu as ceux effectivement qui ont le goût du challenge. Moi je me souviendrai toujours quand tu m'as dit moi j'adore le challenge, donc le fait d'être mis un peu à défi dans ce nouveau contexte, au contraire, ça me motive. Et effectivement, Emma qui est complètement à l'aise dans son rôle de coach avec son énorme bulle coach qui accompagne chacun. Les connecteurs sont des éléments clés dans cette période. Et effectivement, le point que tu fais ressortir, qui est de dire en connaissant nos profils Map & Match au sein d'Alchimie, on a pu véritablement aller chercher le rôle de chacun dans là où ça peut lui donner de l'énergie. Moi, ce que j'ai aimé de toute façon avec le Map & Match, c'est quand au tout début, vous étiez en train de créer la boîte et puis dans un échange avec Chantal Jans à un moment donné, elle me dit de toute façon, tu ne peux pas réussir. Ton projet va planter. Et il dit pourquoi? Parce que tu n'as pas des bulles partout.
Et là, c'était un peu la découverte. Et en fait, pour réussir, il faut des bulles partout, parce qu'on a besoin de tous les angles de vue, on a besoin d'être dans toutes les situations. Et c'est vrai que pour des boîtes comme les nôtres, qui sont dans le digital, où on est plutôt en avance de phase, on est en train de créer, bah, on a envie de discuter avec des verts jaune-rouge toute la journée, puisqu'on est carrément dans le cycle de développement. On a envie d'avoir des combattants, des innovants, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas de noir. Donc, on sortait des produits qui avaient des défaillances de qualité en permanence. Donc, on a rajouté petit à petit des noirs. Et là, aujourd'hui, dans une phase de confinement comme on est en train de vivre, avec 125 personnes en remote, bah, on pourrait se dire que finalement, les connecteurs, les coachs, au moment où la boîte est sympa, on est en train de se développer, on lance quantité de nouveaux projets, bon, on en a moins besoin. La boîte est dans une phase assez facile finalement. Et là, la prophétie est quand même un peu réalisatrice, parce que ben, c'est vrai qu'on vit un truc de dingue. Et c'est à ce moment-là que les médiateurs, les connecteurs ou les coachs, ou en temps normal, ou enfin il y a encore 6 semaines, on n'en avait pas besoin, pas plus besoin que ça dans la boîte, prennent complètement leur ampleur, parce qu'ils vont arriver à porter un équilibre aux autres. Et on a des gens qui sont en ce moment des affronteurs ou des créatifs, notamment je pense à des commerciaux qui ont une bulle challenger ou affronteur. Quand vous ne pouvez plus faire de prospection physiquement, et pour nous, ne pas aller voir les gens physiquement, c'est quand même assez dur de remplir le pipe. Bah, c'est des lions en cage qui tournent, dont il faut remonter le moral. Et là, bah, finalement, le coach assez calme, apaisé, plutôt sur le banc de touche en deuxième rideau en temps normal, bah, d'un seul coup, il devient totalement central dans le vestiaire pour nous remettre d'équerre tout ce petit monde et de garder un cap. Donc en fait, voilà, je trouve que le fait de construire, enfin nous on a construit notre équipe comme ça, c'est assez important. Et je pense que revu sous l'angle de l'énergie, bah, c'est complètement ça, parce que si moi on me disait bah, il va falloir que tu appelles les équipes de toute la journée pour leur dire allez ça va, ça va, ça va, je pense qu'à midi je serais cramé et j'aurais une vraie problématique de recharge. Mais au moment où vous pouvez envoyer quelqu'un qui aime faire cet exercice et comme je lui ai dit à Emma, que tu vas faire le rôle de l'infirmière là, à ce moment-là, bah, c'est avec toute le côté positif et valorisant du rôle, eh bien on a complètement quelque chose qui s'enclenche et qui fonctionne. Et puis j'espère qu'à un moment donné, le confinement va toucher un peu à sa fin et on va relâcher les verres à ce moment-là. Alors déjà, merci par rapport à ça. Je pense qu'avant qu'on repasse sur cette partie qu'on a un peu effleurée sur l'équipe, ton livre, ce que je trouve, alors moi j'ai eu la chance de le lire un peu en préambule, mais ce que j'avais vraiment beaucoup apprécié et ce qu'ont apprécié toutes les personnes autour de moi, c'est qu'il était très concret sur des exemples, des exercices, etc. Alors si tu avais 3 conseils à donner pour tout un chacun, et comment aller se recharger, comment aller trouver son énergie pour que justement on ait l'impression qu'elle soit inépuisable, lesquels choisirais-tu? Alors par exemple, il y a un premier exercice, moi je trouve qu'on ne fait pas assez, c'est celui d'analyser les flux de sa journée. Le faire soit après un meeting ou en fin de journée avant d'aller se coucher, mais de repasser un peu sa journée et de se dire ce meeting, il m'a amené de l'énergie, je lui en ai amené, il m'en a pompé. Enfin, quel est le bilan énergétique de ce meeting et de cette personne que j'ai rencontrée? Et je pense que c'est hyper important à faire, parce qu'en fonction de la conclusion que vous amenez, à chacun de vos rendez-vous, si c'est quelqu'un qui est positif, vous allez peut-être essayer de reprogrammer d'autres rendez-vous, d'essayer de retrouver la personne dans d'autres contextes. Si c'est quelqu'un qui vous a pompé de l'énergie, bah, soit vous êtes dans le don et vous avez envie de l'aider et ça fait partie un peu de votre rôle, ou vous n'avez pas le choix, vous devez l'aider, mais au moins vous êtes conscient de la façon dont vous allez réaborder les prochains meetings. Et pire, si c'est quelqu'un qui vous a pompé l'énergie mais vous n'en étiez pas aperçu et vous n'avez pas d'obligation de le voir, bah déjà de pouvoir bien l'analyser et de mettre des mots concrets sur ce qui s'est passé, c'est une bonne façon de commencer à sortir ces gens-là de l'agenda pour éviter ce que moi j'appelle les prédateurs, on pouvait même parler de vampires, de pouvoir les sortir. Donc ça c'est le premier exercice un peu concret de fin de journée, de faire le bilan pour voir un peu en débriefing énergétique qu'est-ce qui en amène, qu'est-ce qui en amène pas. Après, il y a enfin, il y a plein d'exercices, mais tu me demandes d'en citer 3, alors j'en cite 3.
Il y en a un que j'ai repris, qui est pas le mien, mais que j'aime beaucoup, qui sont les trois kiffs qui arrivent de France Servan-Schreiber. C'est un exercice qui est fin de journée d'essayer de se dire, mais c'est quoi les trois trucs sympas, c'est quoi les trois instants sympas de la journée. Et même dans une bonne journée bien merdique où il a plu toute la journée, où vous avez paumé à peu près tous les contrats, vous êtes engueulé avec plein de monde, allez essayer de trouver les trois trucs positifs, parce qu'il y a toujours trois trucs positifs. Et c'est pas j'ai aimé faire ça. Ça peut être une feuille enfin une fleur qu'on a vue, un rayon de soleil ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai trouvé que c'était un exercice qui était au début très dur à faire, parce qu'en fait, il faut faire le bilan, ça prend du temps. Quelque part, il prend même de l'énergie, cet exercice. Mais en fait, petit à petit, il devient un automatisme. Et ça permet, je trouve, d'aller se coucher en partant avec trois rayons de soleil. Et la nuit, il n'en est que plus apaisé. Et alors, je peux en partager un troisième qui est l'exercice des 7 sourires. Pareil, c'est un monsieur qui m'a raconté ça. Alors, je l'ai repris, parce que je ne me revendique pas créateur d'exercices de bien-être, mais plutôt d'en faire une synthèse. Et alors, les exercices des 7 sourires, c'est quoi? C'est ne pas s'asseoir à son bureau le matin tant que vous n'avez pas croisé 7 sourires. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, en période de confinement, aller chercher des sourires avec les uns et les autres, c'est un peu plus dur. Mais quand on est quand même dans les transports en commun ou quand on est dans la voiture, c'est faisable. Et moi, je me suis amusé à faire ça au scout, je suis en scooter, quand vous êtes au feu, et vous fixez quelqu'un qui est en train de traverser et vous souriez avec insistance pour lui montrer que en ressentant une certaine énergie positive. Alors ça marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, c'est vraiment très sympa, parce que du coup les gens, et je pense que fondamentalement la nature humaine est attirée par le positif, donc c'est viscéral, vous répondre. Donc faut casser un peu la glace. Et honnêtement, quand vous arrivez à votre bureau et puis vous en avez chopé plusieurs, des sourires comme ça, vous avez bien la pêche. Voilà, donc moi, à la maison, les enfants, on a raconté tout ça, donc j'ai le droit à la blague d'ado où, quand au petit déjeuner, je me pointe, et il sourit, et voilà, ça y est, t'as tes sourires. Oui, mais n'empêche qu'au moins, ça m'a permis d'avoir une interaction avec eux, parce que l'ado sait être en confinement toute la journée, même quand c'est pas dans du confinement, donc c'est parfait, quoi. Oui, alors, on a déjà pas mal de questions là sur le chat, beaucoup de questions qui portent sur le collectif et ce que moi, on a failli appeler ce webinaire énergie et synergie, parce que justement, tu en as parlé, hein, le don, etc. Mais c'est aussi la façon dont son énergie, qui rencontre l'énergie de l'autre, peut donner un effet de synergie. Alors, peut-être que donc autour du webinaire, on a pas mal de dirigeants, de managers, de collaborateurs, de coachs, de jeunes. Alors, tous ceux qui sont en interaction sur un projet, qui sont en interaction sur une équipe ou dans une entreprise, n'hésitez pas à voter. Alors, je vais publier le deuxième sondage qui est évaluer la jauge d'énergie de votre équipe ou de votre projet sur une échelle de 1 à 10. Donc, comme tout à l'heure, on vous laisse voter. Nicolas verra les résultats au fur et à mesure. Et puis, peut-être qu'en attendant qu'on ait les votes, Nicolas, il y avait un point intéressant dans les questions, c'est on nous posait la question de est-ce qu'on peut utiliser les bulles d'énergie des autres? Attention, c'est que quand on est en manque d'énergie et qu'on rencontre quelqu'un qui est en manque d'énergie, ça devient le tonneau des Danaïdes. Danaïde, ouais. Notamment la question, est-il possible de détecter les gens qui ont la capacité de nous donner de l'énergie et de ne pas en perdre? Moi je crois fondamentalement, et je pense que c'est l'enjeu numéro 1 d'un recrutement. C'est-à-dire qu'on se partage les rôles, il y a les RH qui valident le côté technique du profil, donc les hard skills, on s'assure quand même que la personne ait les compétences requises pour pouvoir remplir le job. Et moi, dans mes entretiens, je les vois en fin de parcours et je regarde avant tout l'énergie. Et on sent assez vite les gens qui ont une certaine générosité. Donc l'énergie, pour la donner, il faut être généreux.
si je prends une image, un acteur, quand il monte sur scène, où on vous parle d'un acteur qui a de l'énergie, qui a justement une générosité dans son jeu, c'est qu'il se donne et à la fin, il a fait une performance sportive, il est vidé et il a besoin d'aller se recharger. Donc quelqu'un, dans son body language, dans son vocabulaire, dans ses intonations de voix, dans sa façon de s'adresser à vous, de ses regards, tous ces éléments, on sent s'il y a une générosité et qu'on est en train d'injecter une énergie. Et la personne peut être structurellement un vampire, mais elle peut être temporairement aussi un vampire. Mais dans l'équipe, on a besoin de gens qui sont extrêmement généreux. Et surtout, dans une phase comme aujourd'hui, je pense que notre équipe a une grande résilience parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont justement généreux dans leur énergie et qui sont à même d'aider les autres. Donc, moi, je pense qu'il est possible de le faire. Alors, je ne dis pas qu'il y a une méthode avec 100% de réussite, c'est absolument pas mon propos. Mais en revanche, en faire un élément de recrutement hyper important, c'est le sujet. Et ensuite, après, c'est d'arriver à faire en sorte que les personnes et de faire mapper leur profil avec leur mission soient bien en phase, parce que donner de l'énergie, être très généreux dans son job, ça exige d'être ensuite sur ses appétences, ses compétences pour pouvoir se recharger. Parce que sinon, si on donne et après on fait en plus dans des zones d'inconfort, derrière on va être dans un burn-out parce que la personne va juste être, comme son nom l'indique, brûlée à force d'avoir donné. Donc moi je pense que ça c'est très important de le faire. Alors après, Lou, en posant la question, est-ce qu'on doit forcément faire perdre l'énergie à quelqu'un pour se recharger? Bah, je pense que c'est une aspiration. Loin de moi l'idée d'en avoir une maîtrise totale. Même dans l'équipe, certains me diraient, puisque j'ai eu le droit mercredi dernier, je crois que tu nous as pompé de l'énergie. Donc, on peut continuer encore à sortir de la route avec élégance. Mais je pense qu'en fait, quand on a une zone un peu critique, il faut qu'on arrive le plus vite possible à progresser sur détecter en soi-même les signaux un peu critiques. Et chacun a les siens pour très vite choisir ses combats et pas essayer de partir à droite et à gauche. Et donc moi, je le vis en général. Mon impatience et mon agacement sont les premiers symptômes. Derrière, je bascule très très vite dans l'hyper-efficacité et en fait, finalement, ça devient cassant pour un peu tout le monde. Donc, c'est hyper important d'être critique et assez humble et honnête sur son niveau de jauge, mais pas facile à faire en temps réel. Ce que disait Léa posait une question en disant est-ce que l'énergie peut être négative? C'est un peu ce que tu décris là sur cet effet d'impatience, etc., qui peut être dans une phase d'énergie, destructrice d'énergie. Oui, c'est ça. Bah, on le sent. Il y a des gens que vous croisez avec une certaine intuition. Vous le sentez bien. Ils vous pompent l'énergie. Donc, en fait, assez fréquemment, si vous vous arrêtez à la fin d'un meeting et vous vous posez la question, ça a été positif ou ça a été négatif, vous l'avez tout de suite, votre réponse. Le tout, c'est de l'avoir en temps réel et puis d'avoir l'exercice en permanence, de se dire, bon, je suis en train de vivre un truc où on me pompe l'énergie, où on est en train justement de créer une synergie. Et de l'avoir en temps réel, et plus on a l'algorithme qui est entraîné, plus on est capable de le générer en temps réel et on est capable de prendre les bonnes décisions. Quand vous vous retrouvez avec une jauge qui est déjà assez critique, avec quelqu'un que vous savez être négatif, ça vous permet de prendre des dispositions. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, on s'est retrouvés, nous, dans un meeting, on avait un opérateur autrichien, et avec une nana qui arrivait, un véritable trou noir de l'énergie, mais un trou noir de dingue. Et donc, on était deux avec Marion, une jeune femme de l'équipe, et moi, l'après-midi, j'avais quand même la business review avec le fond. Et donc, moi, il fallait que je garde mon énergie. C'était juste pas possible d'aller me faire pomper un maximum de ma jauge, alors que l'après-midi, j'avais un rendez-vous assez structurant, assez vital pour l'ensemble de la société. Donc, je lui ai dit, bah, vas-y, hein, charge. Alors, elle y est passée. Elle s'est fait pomper son énergie par ce vampire. Moi, je me suis extirpé du meeting. Et puis, comme on a pu en débriefer facilement derrière, eh bien la boss de Marion s'est greffée au meeting suivant de l'après-midi pour on y allait en mode combat, en sachant exactement ce qu'il y avait à faire. Et donc, on a pu faire un jeu à 3
autour de l'énergie pour éviter de gaspiller. Enfin, en l'occurrence, moi, dédier l'énergie à ce qu'il était prévu. Aider Marion en la laissant pas toute seule parce qu'en face, il y avait vraiment un vampire. Et puis, actionner la troisième qui est venue aider tout le monde et finalement qui a remporté le succès commercial qu'on cherchait et qui était finalement l'objectif bien pragmatique, quoi. Oui, alors ce qu'il y avait comme question, c'était une remarque en disant, mais est-ce que les énergies, c'est un jeu à somme nulle? Et quand on voit l'exemple que tu donnes à ton dîner, là où tous les deux en énergie positive, vous êtes partis et vous n'aviez pas quitté votre dîner, que vous étiez déjà super boosté pour partir au Cap Nord. Voilà, on a un exemple de synergie. Ça serait intéressant justement que tu décrives un peu cette synergie de la surénergie du collectif. Moi, je pense que c'est pas du tout justement un jeu à somme nulle. Je pense que c'est un jeu qui peut nous emmener dans le négatif tous collectivement, comme on peut arriver à créer des phases extrêmement positives. Je veux dire d'ailleurs le confinement, avec une rhétorique très anxiogène, avec, enfin, là au bout de 6 semaines, on commence à prendre nos petites habitudes, mais enfin les 2 premières semaines, elles ont été plombées. On avait quand même, on n'était pas dans un jeu à somme nulle, on avait quand même baissé l'énergie chez tout le monde. On était plus vers le 1 que vers le 10. Donc, en l'occurrence, je pense que dans les synergies, trouver des équipes en mettant des gens qui savent fonctionner ensemble et qui ont des appétences à pouvoir interagir, bah, là, on crée de l'énergie. Et je pense, en l'occurrence, enfin, c'est la fin dans les chapitres, c'est comment je me recharge, comment j'ai une pile plus grosse, et puis après, comment je réponds à cette question quasiment spirituelle, si vous voulez, mais c'est comment je peux arriver à donner sans limite et aller au-delà de tout. Je pense aujourd'hui aux soignants. Quand on est soignant, quand on a la vocation, qu'on est là en train d'aider, qu'on est mobilisé, parce qu'il y a un phénomène d'épidémie, on a envie de donner, et c'est très difficile d'admettre qu'on ne peut plus donner, ça y est, on est jusqu'au bout. Donc il faut bien être nourri pour arriver à donner toujours plus. Et moi, je pense qu'en l'occurrence, en termes de management, ben, on croit beaucoup aux dons et on pense beaucoup aux dons inconditionnels. On est dans une société aujourd'hui qui est très transactionnelle, donnant-donnant. Je te donne ça, tu me donnes ça. Et moi, je pense que en termes d'énergie, alors c'est le rôle du chef d'entreprise, mais c'est valable pour tout le monde. C'est d'abord, je te donne de l'énergie. D'abord, je te donne. Puis et puis j'attends rien en retour. Et puis à un moment donné, il va se passer quelque chose et puis ça va revenir. Et puis c'est parce que je donne que je reçois, que je crée l'échange et justement que je fais quelque chose qui n'est pas 1 égale 1, mais 1 plus 1 égale 3. Et ça se passe dans le management quand justement vous avez une certaine générosité, pas complètement naïve, mais une générosité où vous êtes en train d'investir sur des gens. Et vous l'avez tous vécu, quand des équipes reviennent sans que vous y attendiez, avec des réalisations, avec des idées, avec un plan d'action, avec des choses qui vous surprennent parce que vous ne l'aviez même pas imaginé dans votre propre déroulé personnel, c'est extrêmement plaisant, c'est hyper gratifiant. Et vous dites que ça, c'est le ricochet d'énergie qui ont été injectées, d'engagements qui ont été pris, d'un contexte qui a été créé et qui fait qu'on est dans du 1 plus 1 égale même pas 3, 4, 5. Et là, ça c'est un kiff de la journée. Voilà, et alors là-dessus, peut-être que tu peux présenter justement, il y a une question qui dit à partir de quel niveau entre 1 et 10, on peut considérer qu'une équipe ou un projet manque d'énergie et justement de montrer cette énergie sur une équipe. Et alors, vous avez eu la gentillesse de partager l'équipe d'Alchimie. Alors, on a pris une équipe au hasard, peut-être qu'elle se reconnaîtra. Mais ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que notamment un des aspects sur lesquels tu avais agi dans cette période de confinement, c'était de dire à un moment donné, pour retrouver vos énergies, on crée des équipes, elles font des projets. Ils réfléchissent à des projets qui soient dans la boîte, pas dans la boîte, etc. Et alors, je ne sais pas si ça, c'est le map team d'une de ces équipes-là, mais justement, comment, par rapport à cet effet d'énergie individuelle qu'on a vu dans ton profil, quand on les met dans ce collectif, on peut voir l'effet de la synergie.
Alors là, je ne sais pas quelle équipe tu as choisi. Pourtant, j'en connais un paquet par cœur, les profils de la boîte, mais donc là, tu les as composés. Bah, je pense que tu as un exemple d'équipe qui est super équilibré là. Donc, qui, dans une phase comme aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont 4, 5 là, ils vont arriver déjà à fonctionner par eux-mêmes, ils ne vont pas s'écrouler sur eux-mêmes, donc ils vont pouvoir aller à la rencontre des autres équipes. Donc, bah, c'est un bon exemple d'équipe en équilibre. Voilà, et je pense que c'était ce qui était donné par Chantal, Jean, au début, c'est il faut qu'on arrive à avoir un maximum d'équipes fonctionnant comme ça, parce que typiquement, aujourd'hui, si vous mettez que des connecteurs entre eux, ils vont se faire des apéros toute la journée et ça ira très très bien. Mais après, vous, du côté entreprise, vous allez être un peu stressé parce qu'ils ils vont pas en sortir grand-chose. Mais en revanche, ça va bien se passer. Ou si vous avez des équipes qui sont pour le coup que du vert et du rouge, et là, je peux te dire que tu l'as pas prise, mais j'en ai une où ils sont vert et rouge là, et avec assez peu de jaune au milieu. Bah, c'est un peu plus tendu là. Chacun pense savoir détenir la vérité, en train de marcher sur les autres. Et donc là, c'est des équipes où, si on avait le choix, on avait la possibilité. Malheureusement, on n'est que 125. On injecterait vite un jaune là, qui apaiserait un peu la tension là-dedans et qui remettrait un peu de l'humain et du rationnel humain. Et là, elle est bien celle-là. Je te dirais laquelle c'est, elle est pas très loin de toi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on voyait apparaître dans le chat et dans les questions, c'est que se poser la question le matin, un peu comme tu regardes la météo, quel est mon niveau de jauge? Quel est le niveau de jauge personnel et le niveau de jauge de son équipe? Eh bien, comme tu l'as dit, c'est que en voyant cette équipe, tu vois déjà très bien à quel niveau, jusqu'où tu es en zone de confort ou au contraire en zone de risque et comment le manager va pouvoir justement lui permettre de se booster d'énergie en fonction des enjeux qu'elle va adresser. Là, nous, dans la période de confinement, on a fait justement pour ces énergies, on a essayé de se faire une cartographie au-delà du map and match. On a fait une cartographie aussi des contextes dans lesquels vivaient nos salariés, parce que il y a forcément la synergie de l'équipe, mais derrière, il y a aussi, en confinement, il y a la synergie familiale ou la synergie environnementale. Je parlais tout à l'heure, au-delà des flux, il y a l'environnement. Donc on a des jeunes, essayer d'isoler rapidement ceux qui vivent dans des surfaces de 15, 20, 25 mètres carrés dans Paris et qui sont seuls. À 15 mètres carrés, ça s'appelle juste une geôle. Qui sont seuls parce que ils ont des parents qui étaient loin, qui sont à l'étranger et qui n'ont pas pu repartir très rapidement. D'isoler nos salariés qui ont un conjoint qui lui-même est en difficulté, soit parce que malade, soit parce que sa boîte s'est écrasée et qu'on commence à avoir les sujets de comment je vais rembourser le loyer, le truc d'ici quelques semaines, mois. D'isoler aussi, j'entends par isoler, identifier, pardon, ceux qui sont avec des enfants, notamment des enfants en bas âge ou des enfants dans des petites classes, pour bien évaluer le risque du poids de l'environnement sur leur propre jauge, parce qu'ils peuvent être dans une super équipe comme ça. Maintenant, si vous avez un conjoint qui est au chômage ou qui est artisan et qui n'a plus un revenu, vous êtes avec des enfants en bas âge et que vos parents sont malades, votre jauge va avoir quand même énormément de mal à décoller. Donc, pour le coup, là, il y a un autre concept, celle de la marguerite avec les différentes sphères. C'est la sphère professionnelle va peut-être vous aider plus facilement. Et nous, on va essayer de faire attention de ne pas aller mettre le poids sur les objectifs quanti, mais d'aller mettre le poids sur un objectif un peu plus humain pour vous garder à bord et pas que vous explosiez en cours. Voilà. Donc, c'est la dimension un peu 360 de chaque profil, parce que la jauge, c'est un environnement corporel, c'est un environnement mental, c'est un environnement émotionnel, c'est un environnement affectif, même spirituel. Donc il faut, pour essayer de mener notre équipe, et honnêtement en ce moment l'objectif, c'est pas que des objectifs chiffrés de ROI, c'est des objectifs avant tout humains, de se dire qu'on va traverser la crise et qu'on aura tout le monde à bord encore dans quelques semaines. Ça, c'est véritablement l'enjeu. Donc, on est très, très, très attentif à ça.
Je ne sais pas si, comme moi, tu avais assisté à ce webinaire de Arnaud Marion, qui était un des rendez-vous de Croissance Plus, où il annonçait, en fait, lui, en tant que consultant spécialisé dans les crises, il annonçait que le plus gros risque actuel et au moment de la reprise est un risque humain et que un des plus gros enjeux des entreprises vont être de adresser l'enjeu d'agilité, mais aussi de motivation. Et il prévoit des taux d'absentéisme complètement hallucinants. Par rapport à ça, toi, quel conseil pourrais-tu donner en tant que manager d'équipe, manager de projet, coach qui nous entoure pour justement essayer de pallier et d'accompagner les entreprises à faire face à ces enjeux? Moi, je pense que c'est un peu comme dans le commercial. Je pense que c'est dans ces phases-là où concrètement, on n'est pas dans du donnant-donnant qu'on investit en réalité. Moi, je crois fondamentalement que c'est en appelant votre client en ce moment à qui vous n'avez rien à vendre parce qu'on ne peut rien faire, mais comment ça va, comment ça se passe dans ta famille et ainsi de suite, que vous créez ces liens de confiance qui, quand vous repasserez dans 3 mois pour avoir quelque chose d'un peu concret, bien, la discussion sera différente parce que vous avez une proximité. Moi, je pense que dans notre équipe, c'est en donnant, donc en allant injecter l'énergie en ce moment derrière les uns et les autres, en prenant le temps de faire les map and match, de les débriefer, de construire avec toutes ces équipes, qu'au moment où ça va repartir, au moment où ça va accélérer, c'est parce qu'on aura fait ça que ça va pouvoir repartir. Mais on construit, on bâtit et on donne un peu sans condition. Donc c'est assez dur à faire quand on est dans une entreprise qui essaye de tout mesurer, tout calibrer. Et moi-même, je suis le premier à essayer de mettre tout dans les tableaux de bord et d'être en contrôle. Là, d'y aller sans contrôle, en se disant, bon, allez, on y va. Et c'est parce qu'on a investi dans l'humain qu'on aura nos résultats. Parce que si on met les résultats là dans le premier, on va faire juste claquer l'organisation. Et en perdant 5-10% des bonhommes, la boîte, elle ne décollera pas. Elle va même se plier sur elle-même et elle sera cassée. Parce qu'on n'en sait rien. Le 11 mai, le Premier ministre parlait plus de confinement hier, il parlait d'une nouvelle phase. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va durer ce bazar. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est au contraire, et j'espère que. Je ne pensais pas être visionnaire, mais c'est le moment où il faut investir. C'est dans la tempête qu'on voit où est le capitaine, et c'est dans la tempête aussi qu'on voit les solidarités. Et comme disait une fille de l'équipe, dans un séminaire où on parlait de tout ça en début de semaine, c'est en ce moment qu'on voit les masques tomber, quoi. Ouais. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Moi, il y a eu pas mal de questions. J'ai essayé de les poser au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Voilà, n'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez. Alors, il y a beaucoup de merci. Est-ce que, avant qu'on conclue, il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez revenir? Moi, il y a une question que je voulais poser, c'était par rapport aujourd'hui aux enjeux de la reprise que tu vois sur Alchimie, quel est le rôle que tu donnes à tout ce qui est collaboration au moment de la reprise, collaboratif? Nous, aujourd'hui, on est face à une question et je vous livre une réflexion absolument pas aboutie parce que je pense que je me la pose comme tout le monde. Mais la problématique du 11 mai ou du 20 mai, peu importe la date, c'est qu'il y a une aspiration très forte à revivre ensemble, à retourner au bureau, à avoir du lien social parce qu'on a un animal grégaire. Et en même temps, une énorme conscience du risque et de ne pas vraiment envie d'y aller parce que des risques dans les transports, des risques auprès des salariés et même pour nous, se dire que pour le moment, on n'a pas de risque pour le monde de travail, mais si jamais on devait en avoir un qui est malade, on peut déstabiliser à ce moment-là toute la boîte. Et c'est très difficile à gérer. Et je pense que nous, on se donne les chances d'y arriver, c'est parce qu'en incluant les équipes, en étant très inclusif, notamment avec notre CE, et en partageant toutes ces informations avec l'équipe, qu'on est en train d'essayer de co-construire un peu la décision,
Parce que nous, on ne va pas décréter en mettant 3 masques sur un bureau que les gens doivent être là, ou en leur disant comment faire, comment prendre le train, ou je sais pas quoi. Donc c'est un moment de vérité aussi de cette stratégie RH, de voir si cette agilité va nous permettre de rebondir. Alors après, moi, on a la chance de faire partie des boîtes qui, pour le moment, ne sont pas complètement touchées par ce qui se passe, hein, au moins à court terme. Enfin, on a une boîte qui continue à tourner. À partir du moment où on est dans les services vidéo, on a des trucs à vendre. À moyen terme, ça va être plus compliqué si on n'en a plus. Mais là, pour le moment, ça va. Donc, c'est plus facile pour moi en ce moment, même pour partager de l'énergie. Alors, il y a une remarque et une question de Nadine qui disait que ce matin, elle avait justement rencontré un dirigeant qui avait créé une équipe pour réfléchir à la nouvelle façon de travailler. Est-ce que c'est un des sujets que vous avez traité au sein d'Alchimie ou que tu vois traiter autour de toi au niveau des dirigeants que tu fréquentes ou des managers que tu fréquentes? Ah bah c'est sûr que pas plus tard qu'il y a 1 heure, j'étais en visio avec un collaborateur qui est dans le grand sud de Paris, qui fait 1h45 tous les matins, 1h45 tous les soirs, qui entraîne enquiller les succès à distance. Là, il va falloir être très créatif pour lui expliquer que le télétravail, c'est pas possible. Donc, ouais, je pense qu'on est en train de construire, un après ou avec une certaine intelligence de télétravail. Maintenant, c'est pas gagné, hein. C'est compliqué comme question. Moi, j'ai pas la réponse et je suis tout à fait prêt à en discuter parce que je cherche des réponses comme tout le monde. Mais pour le moment, on est tous en télétravail, donc on est tous au même rythme. Le problème, c'est quand vous avez une équipe de 5 et puis vous en avez 3 qui sont au bureau et puis 2 qui sont en télétravail. Donc, comment on arrive à construire ces rythmes? Mais on fera pas l'impasse de se poser la question et on se fera pas l'impasse d'essayer de faire des proof of concept, des tentatives pour arriver à passer un cap. Parce qu'aujourd'hui, on a les pseudo-non-démonstrations qui pouvaient nous servir d'argument auparavant, elles ont volé en éclats. Donc aujourd'hui, il va falloir être moderne dans notre façon de répondre. Ouais. Il y a Florence qui disait aussi dans le chat qu'on construire en intelligence collective des solutions, c'est une super idée qui se répand rapidement pour que chacun trouve son énergie. Et c'est vrai que la co-construction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la synergie, c'est effectivement c'est remonter la jauge de chacun et développer la jauge de l'équipe. Et ça sera probablement une des solutions, nous on le voit un peu autour de nous, que des entreprises prendront aussi pour donner à leurs équipes et à leurs collaborateurs cet élément de réflexion sur les méthodes de travail d'après. Ben, moi, je pense qu'on est en train de vivre un truc incroyable. C'est quand même que on a beaucoup de dirigeants qui sont aux abonnés absents. Je veux dire, c'est factuel. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir survivre? L'humain, il est créatif, il avance. Et je pense que le nombre de prises d'initiative individuelles pour se procurer des masques, pour se procurer du matériel, pour relancer son business, etc. On le voit sur les WhatsApp de Croissance Plus, etc. Les initiatives fourmillent de partout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même pas abattus. Et donc, en fait, il y a un poids il y a un rééquilibre au local, à la prise d'initiative individuelle, etc. Et je pense que ça va se retraduire dans les entreprises. C'est que les gens qui ont pris des initiatives pour équilibrer leur foyer, leur façon de faire, et ainsi de suite, on ne va pas pouvoir les réaccueillir en leur disant bah, tu refais exactement comme avant. C'est-à-dire qu'il y a une mise en mouvement qui est en train de se faire. Alors, je ne suis pas naïf, hein, je ne suis pas en train de dire 100% de la population, etc. Loin de moi cette idée. Mais en tous les cas, la prise d'initiative, elle est là, elle est en train de mûrir. Et l'envie de prendre les choses en main, l'envie et surtout au moment où on est en train de réaliser, où tous les petits jobs qu'on ne voyait plus sont absolument centraux, c'est valable dans la société, mais c'est valable aussi dans une boîte. Celui qui passe dire bonjour le matin, quel café, etc., ben, d'un seul coup, il est aussi hyper important dans cette phase où on a besoin d'être solidaire. Eh bien, je pense que tout ça va faire que tout ce qui est au niveau local, au niveau individuel, va continuer. Il y a une inertie là-dedans. Il va falloir capitaliser sur cette énergie pour justement co-construire. Et on ne va pas pouvoir venir et imposer des schémas. Surtout pas à des gens qui se seront débrouillés par eux-mêmes pendant 2 mois. Ça ne va pas marcher. Donc,
Alors, c'est marrant parce que dans le chat, juste avant de conclure, il y a plusieurs personnes qui disent le retour d'expérience, l'analyse du retour d'expérience sera clé pour ce démarrage. Et voilà, le retour d'expérience, c'est que on aura eu les connecteurs, les médiateurs, les coachs qui auront joué complètement leur rôle pendant cette phase de crise. Et puis, juste au moment de la reprise, les avaliseurs qui seront dans ce retour d'expérience pour derrière aller aborder la nouvelle phase et le nouveau niveau de vie. Oui. Donc, voilà, est-ce que je vois pas d'autres questions apparaître? Il y a Julien qui dit « Merci Nicolas, ton livre est excellent, il y a un vrai outil du quotidien. Cet échange est également très enrichissant. Il y a tous les participants qui n'auraient pas encore lu le livre. C'est le moment de l'acheter. » Enfin, merci Julien pour la promo. Donc voilà, Nicolas voilà, nous fait une réduction pour tous les participants de ce webinaire avec le code MAP sur www. Voilà, il a fallu que je sois un peu entrepreneur puisque, comme vous l'avez remarqué, les librairies sont fermées et lancer son livre au moment où tout s'écroule, c'est quand même pas la meilleure idée. Donc, monter un petit site web et on essaye de le pousser de cette façon-là. Voilà, et puis profitez-en aussi pour ceux qui le souhaitent. Si vous voulez découvrir votre profil Map&Match, allez sur notre site internet map&match.com où dans la demande de démo, vous pouvez voilà, aussi bien demander l'accès pour votre profil ou même on a une offre en ce moment pour découvrir le profil d'une petite équipe de 4-5 personnes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Margot. Merci infiniment et merci à tous voilà, d'avoir été là et de nous avoir entourés avec Nicolas pour la sortie de son livre qui est vraiment un puits de recettes et d'énergie aussi bien individuelle que collective. Merci en tout cas. Allez, merci. Bonne fin de journée. Bonne journée.